les amis, on se retrouve donc à Paris et Ludique en compagnie de Monsieur Fraga, Roberto, qui est sur le salon pour faire découvrir un nouveau proto. Salut Roberto, comment ça va? Ouais, bonjour, ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Alors, donc, deux, trois petites questions sur la création. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu crées comment tu crées un jeu, qu'est-ce qui donne envie de créer un jeu? Moi je suis pas du tout comme d'autres créateurs en fait. Je marche beaucoup au feeling et je suis pas un mathématicien de la création. Je me réveille pas un jour en disant je vais faire un jeu de développement où on va faire ci, on va faire ça. Et mes idées elles naissent beaucoup pendant des voyages, lors de situations entre amis ou en voyant des objets un peu spéciaux. Je suis un peu le spécialiste de l'utilisation des objets hétéroclites dans les jeux, comme des œufs, des langues de belle-mère, des choses comme ça. Donc je pars beaucoup de l'objet, de voyage, de situation. Je vois un truc, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est la danse des œufs, où en voyant un spectacle de magie dans un parc d'attractions en Espagne, un magicien sortait des œufs de sa manche et les donnait à des enfants qui essayaient de les tenir et les œufs tombaient. Et j'ai dit à Florence, mon épouse, ça serait bien de faire un jeu où on doit tenir des œufs sur soi sans les faire tomber. Bon. Et c'est parti de là. Tous les jeux ont une histoire. Et celui-là, Princess Jing, l'idée est venue en regardant un clip de Michael Jackson qui s'appelle, le titre c'est Do You Remember the Time? Do You Remember the Time? Et du coup c'est dans le clip, c'est Michael Jackson est dans un palais égyptien et il doit échapper aux gardes du pharaon et il se cache derrière des colonnes. Et donc je me suis dit ça serait bien, là tu vois c'est une situation, c'est une image, un truc, un reportage, enfin un clip télé, et je le vois et je me dis mais ça serait bien de faire un jeu où on doit sortir d'un temple égyptien en se cachant derrière des colonnes, mais quelle serait la seule façon de trouver un peu comme dans un stratégo, chacun voit que son côté, quelle serait la seule façon de trouver l'adversaire? Avec des miroirs à l'opposé. Donc l'idée elle est venue de là. Et lequel le plus extrême, et après tu vas me dire que je suis fou, c'est que l'idée du jeu Dr Panic, elle est arrivée quand je travaillais encore sur une vedette des douanes en décembre 2007. On était parti pour intercepter un bateau qui transportait soi-disant de la cocaïne dans la Manche, entre l'Angleterre et Cherbourg. Donc on est parti, là, il faisait mauvais, la météo était mauvaise, etc. Et du coup, au moment de sauter dans le pneumatique, dans le Zodiac, pour aller intercepter le voilier, au lieu de descendre par l'échelle, je saute et je me suis cassé la jambe tibia péroné. Et donc j'ai été rapatrié sur Cherbourg, et au moment de rentrer dans le bloc opératoire, au moment où l'anesthésiste arrive pour m'endormir, tout d'un coup je me suis dit ça serait bien de faire un jeu sur le bloc opératoire. Et j'ai demandé à l'anesthésiste avant qu'il m'endorme une feuille et un stylo pour noter l'idée. Et quand je me suis réveillé dans la chambre sur la table de nuit, j'avais la feuille et l'idée, j'avais peur de l'oublier avec l'anesthésie. Donc tu vois, ça part comme ça. C'est pas un projet, un jour je vais faire ci, je vais faire ça. C'est des impulsions, des idées. Dr Eka s'est envoyé un reportage sur une centrale nucléaire où il y avait des barres d'uranium qui étaient mises dans des tubes. Heureusement qu'on a fait un thème un peu plus sexy quand même, parce que les barres d'uranium ça aurait pas été... Donc c'est ça. C'est pour ça que je suis très 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 observateur. Et je suis toujours en train de regarder partout. Je suis jamais vraiment très concentré quand les gens parlent. J'ai toujours une partie de mon cerveau qui essaie je m'en rends même pas compte de décrypter des infos et de les retransmettre sous forme de jeu. Et donc c'est ça. En permanence, tout le temps. Alors tu parles toujours du thème en fin de compte. Et la mécanique, t'as jamais fait un jeu qui partait d'une mécanique et tu as adapté un thème? Jamais? Eh bien, en fait, au final, je pense que non. Je suis souvent parti du thème parce que j'ai besoin de matière, en fait. Comme je te disais, je suis pas un mathématicien, je suis pas capable de faire des probabilités pour les quantités de cartes, les machins, etc. C'est énormément au feeling. Et bon, je dois avoir un bon feeling quand même, malgré tout. Et du coup, quand j'ai un bon thème, un thème qui me motive vraiment, ça me stimule. C'est comme une ligne directrice, ça me stimule pour aller au bout. Celui-là, et même un nom, je donne un nom à un prototype. Celui-là, il s'appelait Akhenaton. C'était un temple avec des colonnes dans un temple égyptien. Et du coup, j'étais super stimulé. Je me disais, oui, je vais travailler sur Akhenaton. Oui, je voyais très bien ce que j'allais faire. Le thème, c'est hyper important. Les dragons du Mekong, River Dragons.
le reportage sur les paysans vietnamiens qui traversent le Mékong, les rizières sur les planchettes, ça me stimulait énormément. Je voulais retransmettre ça sous forme de jeu. Captain Sonar, pareil, j'ai beaucoup. Moi, j'ai passé pratiquement toute ma vie sur des bateaux. Tu sais, j'ai été sur un porte-avions, j'ai un diplôme d'officier de marine marchande, j'ai travaillé comme timonier sur des paquebots de croisière, j'ai été commandant d'une vedette des douanes. Donc tout ça, ça a servi à alimenter Captain Sonar aussi. Donc je pars, 99 fois sur 100, c'est partir du thème. J'ai besoin de ça. Et alors là, sur les festivals, donc là c'est un proto, mais qui est abouti, qui va sortir bientôt. Quand tu les as créés, tes jeux, tu fabriques un proto. Tu vas les faire tester à tes amis au départ ou directement dans les festivals ou... En fait, je ferai jamais tester mes prototypes sur les festivals. Parce que j'ai souvent des idées qui sont assez originales. Et c'est pas la psychose de la copie, mais j'aime pas que les idées se diffusent partout dans tous les sens. Et ensuite, il y a un truc, c'est quand tu crées des jeux déjà depuis un paquet d'années, tu as quand même un petit peu d'habitude. Et donc tu sais voir derrière le prototype qui marche pas bien, tu sais voir après ce qu'il va y avoir. Mais les gens, quand tu leur fais tester, pas forcément. Et donc ils comprennent pas ce que toi tu imagines derrière. Et donc ils vont analyser le jeu et ils vont avoir une mauvaise impression du truc, alors que c'est qu'une ébauche en fait. Ils sont pas capables de voir après, mais chacun son truc quoi. Et donc du coup ce que je fais, c'est que je teste principalement les jeux en famille, avec des amis, avec le club de jeux à Saint-Malo. Mais en fait dans tous mes jeux, la vérité c'est qu'il y a beaucoup de jeux Fraga qui n'ont pas beaucoup nécessité de tests en fait. Moi j'aime les idées limpides et qui surgissent d'un coup comme ça. Dr Reka, en 1 heure c'était fait. Hein. L'idée elle est arrivée, ça marchait tout de suite. Je savais que ça marchait. Et j'ai même pas eu besoin de... Je l'ai montré à Florence, on s'est dit, bon là après je me rends pas compte que c'est génial. Je vois que le jeu marche. C'est les gens, quand je le montre après, quand le jeu est édité, qui me disent ah ouais c'est vachement bien. Donc là je me dis ah oui quand même t'avais quelque chose de bien. Moi je suis jamais satisfait à 100%. Donc Dr Reka il se vend, c'est un carton. Il a été aussi très bien fait par Blue Orange, mais je me rendais pas compte que c'était un truc terrible. Mais bon, donc c'est comme ça. Bon, tu peux nous parler de ce proto là, parce que tu es venu à Paris et Ludique pour le présenter. Donc celui-là, c'est donc ce fameux jeu dérivé du clip de Michael Jackson, qui était sous un thème égyptien. Donc maintenant, ça se passe dans la cité interdite à Pékin, où c'est un jeu à deux, où d'un côté c'est sur une base un peu visuellement, ça ressemble à un stratégo, on voit chacun ses pièces, et l'adversaire il voit que son côté. Moi, de mon côté, j'ai une servante et une princesse. Elles sont habillées exactement pareil, sauf que la princesse a une sorte de diadème et la servante une capuche. C'est fait exprès pour tromper les miroirs adverses. Et ensuite, on a un porteur de miroir. Donc, pour la petite histoire, la princesse, de chaque côté, il y a une princesse. Les princesses sont amoureuses d'un garde. Elles ont entendu la voix d'un garde à travers les paravents parce qu'elles n'ont absolument pas le droit de les voir. Elles n'ont pas envie d'être mariées de force à des mandarins ventripotents. Bon, ils étaient pas tous ventripotents, mais bon. Et donc elles s'enfuient du temple pour rejoindre le garde à l'opposé. Et pour ça, on doit permuter chaque tour de jeu, on doit échanger des colonnes qui sont adjacentes, diagonales, horizontales, verticales, pour amener sa princesse exactement au centre, face au garde adverse. Donc on peut faire par exemple un mouvement comme ça. Bon, c'est un jeu de bluff. Si tu bouges toujours ta princesse, l'adversaire va la trouver. Donc tu bouges un coup à droite, un coup à gauche. Tu peux bouger ton miroir. À un moment de la partie, si par exemple mon miroir il est arrivé là, je vois très bien dans le miroir que la princesse verte n'est pas là. Mais quand je regarde dans le miroir, il faut que je regarde discrètement. Si je regarde comme ça, il va se dire le miroir est là, il va l'éviter. Après je peux bluffer, hein. Je peux faire semblant qu'il est là. Si jamais je trouve ta princesse avec le miroir, je la prends, je te la montre, j'ai dit je t'ai trouvé, tu la remets au début, je ferme les yeux, pour pas voir où tu la remets, et ensuite je rejoue un coup supplémentaire parce que je t'ai trouvé. Mais le truc c'est que la servante et la princesse elles sont habillées pareil. Et quand tu regardes dans le miroir avec l'angle de vue, tu ne vois que le bas. Donc tu sais pas si c'est la princesse ou la servante. Pour le voir, tu es obligé de te pencher un peu. Et là pour le coup la discrétion elle tombe un peu à l'eau.
Donc c'est rigolo parce qu'il y a des situations où les gens ils font comme ça, ils font semblant qu'ils se grattent, ils sont là, attention, bon, bref. Et donc c'est un jeu aussi d'attitude, de regard dans le regard de l'autre, voir si il regarde dans le miroir du coin de l'œil. Il y a plein de petits signes comme ça qui font que... Et donc le premier qui arrivait en face, il a gagné. Et ensuite, il y a la version, ça c'est la version de base. Et après on a rajouté une petite version supplémentaire où de chaque côté on va mettre 2 gardes en plus. Donc là, c'est les gardes verts, par exemple ici. De l'autre côté, on va mettre les gardes rouges. Et on a chacun un miroir en plus. Moi, je vais mettre mon miroir en plus ici. On va avoir, s'il veut bien se mettre. Donc là, on va avoir 2 miroirs. Et en plus, on va avoir 3 indices qui sont ici. Donc c'est un renard, une chouette, une cigogne. Donc je vais en choisir 2 secrètement et je vais les mettre sur mes paravents de la ligne de départ, comme ça, discrètement. Bon, normalement au début de la partie on les mélange pour que l'adversaire ne sache pas où se trouvent les éléments. Bah, l'autre joueur fait de même. Ensuite on prend chacun 3 cartes qui sont ici. Donc c'est la même histoire, sauf que maintenant il y a 3 gardes. L'adversaire ne sait pas devant quelle garde se mettre. Mais en fait, pour savoir devant quelle garde se mettre, il doit trouver les indices que j'ai mis moi de mon côté. Si lui, c'est ces plaques-là. Si lui, il a pris cette plaque-là et qu'il trouve chez moi le renard et la chouette, ça veut dire qu'il faut qu'il se mette devant ce garde-là. Parce que ce garde, il a la clairvoyance de la chouette et il est rusé comme le renard. Tu me diras, celui-là, il n'est pas gracile comme le héron, mais bon. Et donc, du coup, tu dois chercher les indices pour te savoir devant quelle garde tu dois te mettre. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 miroirs, parce qu'il y a plus d'informations à chercher. Toujours dans l'idée de déplacer, un peu magique, les miroirs, tu te déplaces, tu te caches. Et en fait, il est très beau. En plus, il a été illustré par Nayad, qui a fait un boulot exceptionnel. Et Matago, ils ont vraiment une qualité de production terrible. Donc ça, plus ça, ça fait que le produit il est vraiment génial. Enfin, je pense il me semble que j'ai jamais eu un jeu aussi beau. Bon, super. Et alors, je suppose que tu as d'autres créations sous le coude, là, de quelques protos. Ouais, j'ai amené des trucs là, mais je vais montrer aux éditeurs. Et ouais, bien sûr, il y a toujours des trucs, ça n'arrête pas là. En ce moment, on doit avoir une trentaine de jeux à travers le monde, dans tous les sens. Bon, on a signé des trucs avec des éditeurs un peu partout, en Corée, en Argentine, avec Matago encore. Oui, ça n'arrête pas. Avec les Italiens aussi. On a re-signé un ancien jeu qui s'appelle Shrimp, un jeu de crevettes et qui sort en Italie aussi. Donc le jeu, c'est international. Hein. Et non, il y a plein de trucs, ça serait trop long de te raconter, mais moi je m'arrête jamais, de toute façon je sais pas m'arrêter en fait. Donc toujours en train de créer, c'est ce qui me fait vivre et c'est ce qui me fait respirer aussi. J'ai besoin de ça. Donc voilà. Bon, super. Tu vois quelque chose à rajouter? Qu'il faut retourner en Auvergne bientôt. Oui, c'est vrai. Bon, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Et puis à bientôt. Salut Gilberto. Ciao.